Hello, everyone. If everyone can take their seats, please, we'll get started. Nous allons commencer. I love that Dr. Hawkins has his dog with him. I can see. All right, just a little bit of logistics to let you know how the ear... Quelques petits détails pour que vous puissiez écouter. Vous avez des oreillettes qui sont en dessous de la table, à votre gauche ou à votre droite. Vous pouvez prendre l'oreillette et la coller à votre oreille. Ensuite, vous avez un dispositif. Vous voyez le symbole de l'oreille. Vous pouvez appuyer sur le bouton et si vous voulez le canal anglais, il faut que EN s'affiche. Je m'appelle Tracy Ramsey, je suis députée pour Essex et je voudrais remercier tous les invités qui sont parmi nous, qui représentent différents groupes à l'échelle du Canada. Merci également à ceux qui participent par webinaire et je désire également remercier l'ensemble des députés qui sont ici. Je remercie Jeff Reagan qui est ici parmi nous. Ça démontre à quel point votre travail est pris au sérieux. Nous savons que vous travaillez beaucoup sur le terrain. Il y a aussi des membres du personnel qui sont parmi nous et qui représentent les députés qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Bienvenue à cette réunion d'aujourd'hui qui va donner la parole à bon nombre de personnes pour nous parler de cette maladie, la maladie de Lyme. Il y a une personne toute particulière qui est ici, en cette salle, et qui m'a fait découvrir cette problématique. Je sais que c'est un problème aussi pour certains dans ma région, et par conséquent, je tente d'aider ceux qui ont un rôle à jouer. Bonjour, Cheryl Abbott. Cheryl est une femme extraordinaire qui a regroupé des membres pour former un groupe de soutien. Je sais que bon nombre d'entre vous êtes membres de groupes de soutien un petit peu partout au pays. Donc, merci à vous tous. Et j'espère que les autres députés vont pouvoir en savoir davantage sur votre situation, ce que ça veut dire pour votre vie quotidienne. Et j'espère qu'ils vont devenir défenseurs comme moi. Nous avons beaucoup de pain sur la planche. Tout d'abord, nous allons commencer par Jennifer Kravis et Sue Faber. Ensuite, nous avons Jim Wilson, président de ChemLyme, et Rosanna Magnotta de la fondation G. Magnotta. Donc, allez-y, vous pouvez commencer. Merci Tracy et merci à tous ceux qui sont ici parmi nous. C'est réconfortant de vous voir tous. Je m'appelle Jennifer Kravis et avec Sue Faber, nous avons fondé Lyme Hope. Très brièvement, je vous dirai tout simplement que sur la table, vous verrez quelques exemplaires de la pétition canadienne organisée par ville et par province. Vous pourrez y jeter un coup d'œil, on va faire circuler ces documents. Nous avons aussi des enfants, Emma et Daniel, qui sont parmi nous, qui vont vous parler de ce que eux ils font pour sensibiliser les Canadiens. D'autre part, nous avons des médecins qui vont prendre la parole pour nous faire part de leur expérience respective. Donc, Rosanna et Jim. Jim Wilson, président et fondateur de la Fondation canadienne de la maladie de Lyme, CanLyme, qui a été fondée en 2003. Ça a pris longtemps et beaucoup d'efforts pour améliorer les choses au Canada. Vous êtes ici présent aujourd'hui et vous manifestez votre intérêt. J'espère qu'on va pouvoir continuer ce bon travail. Merci d'être venu. Bonjour, je m'appelle Rosanna Magnotta et je suis fondatrice de la fondation G. Magnotta. Je suis également cofondatrice et PDG de l'établissement de production de vin Magnotta. Je suis ravie d'être parmi vous pour vous parler de la maladie de Lyme. Il y a 9 ans, mon mari est mort des effets de la maladie. Il adorait aller chasser avec ses amis un petit peu partout dans le monde où il y a des tiques. Il a souffert de la maladie pendant de nombreuses années. Si je vous disais que nous n'avions pas beaucoup entendu parler de cette maladie lorsque le diagnostic a été posé,
ça ne vous surprendrait pas. Mais le problème, c'est que dans le secteur de la santé, on n'en sait pas suffisamment sur la bactérie à proprement parler. Sans connaissance, les patients souffrent. En 2012, en mémoire de mon mari, j'ai créé la fondation G. Magnotta pour tenter de faire toute la lumière sur cette maladie. Notre mission, c'est de diagnostiquer des tests de diagnostic plus efficaces en recueillant des fonds pour qu'on puisse faire des recherches. Nous sommes un symbole d'espoir pour bon nombre de personnes qui souffrent de cette maladie à l'échelle du pays. Après des recherches exhaustives, nous avons établi un partenariat avec l'Université de Guelph, institution qui est connue pour ses recherches en biologie moléculaire, et nous avons pu créer le laboratoire de recherche de la Fondation Magnotta. Nous avons Mélanie Wills, qui sert de présidente de cet institut. Elle mène un effort national pour qu'on en sache le plus possible sur la bactérie qui cause la maladie et pour qu'on trouve des nouvelles méthodes de diagnostic et de traitement. Et j'espère que vous, les députés, vous allez soutenir les recherches qui nous permettront de trouver les réponses à toutes ces questions pour aider les patients qui souffrent de cette maladie au Canada. Nous nous rapprochons de notre objectif. Nous avons besoin de tous les gouvernements, tous les députés, tous les politiciens, tous les experts de la santé, tous les médecins pour atteindre notre objectif. Nous sommes prêts à faire notre part pour lutter contre cette maladie. Merci et merci tout particulièrement aux organisateurs qui m'ont donné l'occasion de prendre la parole aujourd'hui. Before we move on, I just want to... Randy Hoback devait être le coparrain de cet événement, mais malheureusement, il est resté à un autre événement auquel j'étais moi aussi. Donc, il ne pourra pas être parmi nous. Il en est désolé. Elizabeth May est ici. Vous la connaissez d'ailleurs. Et je voudrais dire à quel point elle a travaillé dans ce dossier pour vous soutenir. À vous, Mélanie Wills. Microphone, s'il vous plaît. Oh, you're mic'd. I am mic'd, sorry. I'm the director of the GMEG NADA Lyme Disease Research Lab at the University of Guelph, and it's a privilege to be here today to share my perspectives on Lyme in Canada as a scientist. Il faut que Madame parle directement dans un micro pour que ses propos puissent être interprétés. Very important topic. So I'd like to speak about what Lyme disease is, the ecological challenges, clinical challenges, the scientific frontiers that we're faced with, and how we can move forward together. So Lyme disease, as many of us know, is a bacterial infection caused by Borrelia burgdorferi and related spirochetal pathogens. It is maintained in nature in small rodents like mice, and so it's considered a tick-vectored zoonotic disease. That means that a tick can feast from the blood of an infected mammal. It acquires the infection, and then it can transmit it to an unlucky human. We tend to think of Lyme disease as developing in 3 stages. The first... L'interprète signale que le micro de Madame Wills est trop éloigné et par conséquent, ses propos ne peuvent pas être interprétés. You have no translation. Too far from him. It's too hard to hear what you're saying. You need to bring the mic a little closer. Or if you could turn on one of the mics in front of you as well. She's got such a fragile voice. Is this better? Is that better? And can you try again? Yeah. Oh, it wasn't translating. Through Oh, the okay. mic. That's better. Better? Okay. Okay. So we think of Lyme disease as developing in 3 stages. Donc, il y a 3 étapes pour ce qui est de la maladie. D'abord, c'est une maladie qui est localisée. Les pathogènes sont transmis par la tique. Et ça peut se manifester sous forme de cible. Mais ce n'est pas vrai dans tous les cas. Si c'est le cas, effectivement, on peut poser le diagnostic. Ça peut aussi être des symptômes qui sont plus difficiles à déceler. Lors de l'étape disséminée précoce, la parasite se déplace, ce qui cause de la fatigue, de la faiblesse, des manifestations neurologiques, des problèmes cardiaques, des problèmes dermatologiques, des éruptions cutanées, et puis il peut y avoir des répercussions au niveau de la vue. Pour ce qui est de l'étape tardive, il peut y avoir des problèmes d'arthrite ainsi que des problèmes neurologiques, des problèmes de mémoire et de concentration par exemple, et j'en passe parce qu'il y a d'autres symptômes. Au Canada, un diagnostic est posé
en fonction de 3 critères essentiels. Un médecin va rechercher des manifestations cutanées de l'exposition à une tique. Après, il y a l'examen clinique. Est-ce que les symptômes correspondent à ceux qui sont connus? Et ensuite, les médecins vont s'intéresser aux résultats des tests en laboratoire. C'est une évaluation indirecte à 2 niveaux. Le traitement recommandé, si effectivement les critères sont respectés, c'est un traitement antibiotique pendant 14 à 21 jours. On se demande pourquoi on se préoccupe de cette maladie. C'est vrai que c'est une menace de plus en plus présente au Canada. La modélisation bioclimatique nous a montré que l'habitat de la tique prend de l'expansion, étant donné les changements climatiques, et d'ici 2020, 80% des Canadiens de l'Est vivront dans des habitats de tiques. Donc, il y a une augmentation du nombre de tiques. Nous savons aussi qu'un nombre important de tiques infectés rejoignent le Canada sur les oiseaux migratoires en provenance des États-Unis. Donc, il peut y avoir des tiques vectrices qui sont transportées par ces oiseaux à partir des États-Unis. Ils peuvent se retrouver, par exemple, à Toronto. Je vais vous donner un petit peu de perspective. Je vais vous citer l'exemple d'une jeune femme qui s'appelait Sophie. Elle était athlète, elle allait à l'université à Toronto. Elle était bonne étudiante, elle était sportive. Et tout à coup, elle a eu des palpitations, elle a commencé à se perdre ses cheveux, elle était fatiguée, elle avait des problèmes de mobilité et elle a eu des problèmes intestinaux. Elle a consulté, elle a été consulter un médecin responsable en urgence, un rhumatologue et d'autres médecins. On lui a donné bon nombre de médicaments, mais ces médicaments ne l'ont pas aidée et l'ont rendue encore plus malade. Elle a donc demandé, est-ce que je pourrais avoir la maladie de Lyme? On lui a dit, il n'y a pas de cas en Ontario et en plus, vous vivez dans une ville. Elle n'avait pas eu d'exposition aux tiques, elle n'avait pas d'éruption cutanée. Et d'après nos tests de dépistage canadien, elle n'avait pas la maladie puisque les tests étaient négatifs. Par contre, un spécialiste à Toronto a décidé que ses symptômes étaient vraiment parlants et a posé le diagnostic et lui a donné des antibiotiques. Après 8 semaines, elle a pu reprendre du poil de la bête et 90% de ses symptômes avaient disparu. Mais cette période de temps, c'est une période de temps qui est de 3 fois plus longue que la période habituelle pour la prise d'antibiotiques. On peut dire qu'elle a eu de la chance parce que souvent, ça prend beaucoup plus longtemps que ça. Pour ce qui est du suivi après 12 ans, malheureusement, il a été impossible pour elle de reprendre ses activités sportives à un niveau compétitif. Et il y avait quelques symptômes qui persistaient. Comment ça se fait que Sophie est tombée entre les mailles du filet? Moi, je pense qu'il y a 3 facteurs qui expliquent cette situation. La façon dont on pose les diagnostics au Canada. D'abord, la perception des risques. Pour ce qui est de la surveillance, on se sert des points de malheur. C'est-à-dire qu'il y a un point sur une carte où on a trouvé des tiques vectrices et on se dit qu'en dehors de cette zone, les risques se situent à 0. Mais c'est faux, parce qu'il y a d'autres modes de transmission. On le sait pertinemment, et des questions de contact, de contact sexuel, etc. Nous avons des tests qui ne sont pas robustes en raison de limites techniques. La sensibilité et de quelques 40% dans les cas aigus. Ça veut dire que, en raison de traitement par diagnostic, le corps s'est adapté et par conséquent ne réagit pas comme il se doit à ces tests. Nous avons aussi des faux négatifs en raison de plusieurs facteurs. Par exemple, dans les laboratoires, on se sert de souches qui ne sont pas nécessairement représentatives de ce qu'on trouve dans la nature. Et des fois, il est impossible de signaler la résolution ou la réinfection. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quand on devrait mettre un terme au traitement parce qu'on n'a pas de test qui nous permettrait de le savoir. Les symptômes sont souvent vagues et peuvent être attribués à d'autres causes. L'arthrite, la FM, SP, maladie de Parkinson et la démence. Pour ce qui est du prognostic, nous savons qu'il y a des symptômes persistants qu'on retrouve chez certains patients.
Mais il faut savoir évidemment si c'est le fait d'une infection persistante. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis où il y a des patients qui ont la maladie à l'étape précoce et qui évaluent ce qui se passe par la suite. On procède à une intervention et puis on tente de déterminer qui est en mesure d'être soigné. 36% des patients n'ont pas retrouvé leur état de santé, c'est-à-dire qu'ils étaient toujours fatigués, qu'ils avaient des problèmes squelettiques et musculaires. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la maladie de Lyme. Il y a aussi la maladie de Lyme chronique. Ça, c'est un cas qui se prolonge dans le temps et qui n'a pas été identifié comme étant la maladie de Lyme au départ. Chez l'animal, les modèles animaux sont très utiles parce que les scientifiques peuvent donner l'infection aux animaux et ensuite procéder à des évaluations pour voir comment le corps réagit. Donc, on se sert de ce primate parce que les réactions aux médicaments ressemblent aux réactions chez les humains. Ce qu'on a découvert, on a donné à ces mammifères des symptômes de la maladie chronique et de la maladie non chronique. Ensuite, on a évalué le corps de ces primates pour déterminer s'il y avait toujours présence de la maladie. Dans le cas chronique, c'est oui, mais pour ce qui est du syndrome SPML, la réponse était également oui. C'est quelque chose qui a été démontré dans d'autres études de cas. Ça, ce n'est pas une liste exhaustive de toutes les études, c'est tout simplement un aperçu des études aux États-Unis et en Europe pour tenter de déterminer dans quelle mesure le pathogène reste dans le corps après le traitement aux antibiotiques. C'est un problème de taille et nous avons besoin d'une solution. Nous établissons des contacts entre les nodes de recherche au Canada pour qu'on puisse nous intéresser à la surveillance environnementale, la médecine vétérinaire, les pathogènes séquençage. On essaye de trouver de nouveaux composés anti-BP et savoir comment la maladie se détecte chez les humains pour qu'on puisse poser un diagnostic aussi rapidement que possible. Ça, évidemment, ça permet d'alimenter les politiques de santé et la médecine au Canada. Nous pensons que ce consortium pourra faire des recherches pour trancher dans ce débat qui dure depuis très longtemps et nous voudrions aussi jouer notre rôle dans le cadre du cadre fédéral sur la maladie de Lyme. Years. We know that at the time it was published, it did not incorporate all relevant science up to that date. A été publié. Il n'y avait pas toutes les recherches scientifiques qui avaient été prises en ligne de compte et nous savons que les choses évoluent très rapidement. Donc, on devrait le revoir après 3 ans. Merci. Merci à Mélanie de cet aperçu. Tout le monde a reçu les clichés, je pense. Et pour votre information, la séance est enregistrée. Vous pourrez donc consulter en ligne. Nous allons passer. Je vous prie d'attendre à la fin des exposés pour les questions. On a plusieurs conférenciers. Le prochain est très spécial. Il a 11 ans, Daniel Steimers. Il est en 6e année et il est en fait de l'équipe d'éducation de la maladie de Lyme. Je dois dire, Daniel, que vous êtes fort bien vêtu avec une très belle cravate verte. Quelle chance de vous avoir parmi nous. Voilà, je vous cède la parole. Je crois que vous avez tous entendu parler de la maladie de Lyme. Peut-être l'avez-vous entendu des parents, des voisins ou peut-être des conférenciers ici même aujourd'hui. La maladie de Lyme, c'est une épidémie et je peux vous dire que ça a quasi gâché ma vie. Premièrement, je n'ai pas été mordue par une tique, c'est-à-dire que je suis née avec cette maladie. C'est donc congénital. Un jour, alors que j'étais à jouer, je me suis laissée échapper au sol, la terre tournait autour de moi, j'avais donc des expériences de vertige qui étaient de plus en plus fréquentes. Ainsi, c'est devenu problématique à l'école. Mes amis comptaient le nombre de fois que je suis tombée en bas de ma chaise au cours d'une année donnée, 109 fois. D'autres symptômes, j'avais des fièvres la nuit, j'avais les jambes lourdes, ce qui fait que je ne participais pas à certaines activités sportives telles le hockey. J'étais très sensible au son et je
j'avais aussi des sautes d'humeur et j'étais même en colère par moments. On essayait de savoir ce qui se passait. Je suis allée voir tous les médecins, les neurochirurgiens, les endocrinologues, les gastro-entérologues, les spécialistes des maladies infectieuses, ophtalmologistes et d'autres encore. On m'a dit que voilà, c'était l'enfance, une enfance difficile. Et pourtant, je présentais tous les symptômes. Je ne serais pas là pour vous entretenir aujourd'hui si je n'avais pas eu un ami de la famille pour signaler le problème. J'étais l'un des nombreux enfants qui s'est rendu aux États-Unis pour se faire diagnostiquer, se faire soigner. Les Canadiens doivent-ils quitter le pays pour se faire soigner alors que c'est une maladie qui existe depuis de nombreuses années? Je vous le demande. Sur 3 ans, mon médecin américain m'a soigné avec des antibiotiques et des produits anti-malaria et des médecines douces. Mon infection a demandé autant de temps pour se faire soigner, c'est-à-dire que la maladie de Lyme avait eu 7 ans, c'est-à-dire ma durée de vie, pour s'étendre dans mes organes vitaux. Je dois dire que les médicaments étaient dégoûtants et puis ça m'a rendu malade par moments. Le pire, c'est que je ne pouvais pas consommer de sucre. C'était terrible, mais ça valait le coup, je ne vous le cache pas. La maladie de Lyme qui n'est pas soignée, c'est particulièrement désagréable. Mais plus 3 années de soins, c'était pas agréable non plus. Néanmoins, j'ai eu la grande chance de me faire soigner et maintenant, je suis en santé. Qui sait ce que serait ma vie si mon infection n'avait pas été diagnostiquée? Pour avoir vu de première main ce que la maladie de Lyme peut faire à une famille, je me suis dit qu'il me fallait, moi, faire ma part pour sensibiliser les gens et mobiliser des fonds pour se prémunir contre la maladie de Lyme, pour poursuivre les recherches. C'était l'an dernier que j'ai mis sur pied l'équipe de sensibilisation sur la maladie de Lyme. L'année dernière, à l'école, on a eu une journée de sensibilisation et on a pu mobiliser quelques $240 pour la fondation. Cette année-ci, nous allons tenter d'en faire autant dans 2 autres écoles. J'ai fait paraître ma toute première vidéo éducative sur YouTube. On m'a invité à prendre la parole à plus d'une reprise. On m'a également invité à apparaître à certaines émissions télévisées, à adresser la parole devant le conseil municipal. Je ferai d'autres vidéos bientôt. Je ne suis pas là pour faire de la publicité. Je ne suis pas là pour être là. Je suis là parce que la situation me préoccupe. La plupart des gens dans cette salle s'en inquiètent. Des centaines de milliers de Canadiens et de Canadiennes s'en préoccupent et j'ai besoin que vous vous en préoccupez vous aussi. Ma maladie n'est pas attribuable à une morsure de tique. Ça aurait pu être évité si ma mère avait été testée pour la maladie de Lyme avant même que je voie le jour. Je vous mets au défi de faire ces tests ici au Canada. Il faut faire quelque chose. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Daniel. Et maintenant, le Dr. Ralph Hawkins, qui va se joindre à nous par le biais de la vidéoconférence, et les professeurs agrégés de clinique, Université de Calgary, responsable de cible de la médecine générale interne au Calgary South Health Campus et conférencier de la science plénière de la conférence sur un cadre fédéral relatif à la maladie de Lyme, parrainé par l'Agence de la santé publique du Canada. Je crois qu'il est bien connu à vous. Merci beaucoup. Eh bien, ce ne sera pas facile d'emboîter le pas à Daniel. Vraiment, je suis étonnée de voir qu'il sache s'exprimer avec autant d'éloquence alors qu'il n'a qu'11 ans. Alors, les députés dans la salle ont intérêt à le surveiller de près. Moi, on m'a demandé de vous parler des patients et leur parcours depuis le moment où ils subissent une morsure de la tique et tout le plan de soins. Après une morsure, et dans les 72 heures, il se pourrait qu'il y ait cette éruption cutanée, la fameuse cible. C'est un érythème, ça se produit. L'interprète regrette, mais le chien jappe, elle n'entend pas les propos de monsieur. Alors, cet érythème se produit dans 50% des cas et ça ne prend pas toujours l'allure d'une cible. Plus souvent qu'autrement, c'est une éruption cutanée de couleur rouge qui s'étend sur le cutané. On a fait une étude de ces érythèmes et les omnipraticiens, les urgentologues peuvent reconnaître la cible classique dans 80% des cas. Mais si c'est atypique, seulement 2 tiers des fois.
Et une fois que l'on a reconnu l'érythème, une étude qui a été faite au Canada révèle que seulement 58% des médecins se sentent à leur aise pour intervenir avec la thérapie. Ce qui veut dire que 70% des gens, bon, ont peut-être cette éruption cutanée, mais seulement 60% d'entre eux font l'objet de soins aux antibiotiques. Si on pouvait inviter le Dr Hawkins à faire taire son chien. I don't know if you can hear us, Dr. Hawkins, but we've lost the feed. Dr Hawkins, est-ce que vous nous entendez car on ne vous entend plus? Okay. All right. Maybe we'll move on, and then if he's able to come back and join us, we'll lose. Dans ce cas-là, on va passer au conférencier suivant. Dr Adrian Badenchuk, qui est professeur de médecine à l'Université Queen's et président de la Société internationale d'électrocardiologie, rédacteur en chef du Journal of Electrocardiology, vice-président Canada de la Société interaméricaine de cardiologie. Encore une fois, c'est le point de vue d'un médecin qui va nous entretenir de la cardite de Lyme et du système électrique du cœur. Dr Badenchuk, bienvenue à vous. Merci de cette occasion de vous faire cet exposé. Je ne vois pas l'écran. Alors, ce que je vais faire, c'est vous faire mon exposé et je vais demander que quelqu'un dans la pièce tourne les pages de mes clichés. D'accord? D'accord. Alors, ce dont j'aimerais vous entretenir, vous voyez mes planches, n'est-ce pas? En effet. Alors, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est une manifestation particulièrement aiguë de la maladie de Lyme. C'est une infection cardiaque et notamment du système électrique du cœur. Je vais tenter d'éviter d'être trop technique, mais j'aimerais quand même vous présenter ce que vous devriez être à même de comprendre. Donc, le premier cas auquel j'ai eu droit, c'était un jeune homme de 35 ans qui avait des vertiges. Il s'était présenté chez moi quelques reprises. Il a fait l'objet d'un examen cardiologique. Et voici son premier ECG. Vous voyez les pointes. Et ce ne sont pas très nombreuses. Chaque point d'un ECG, eh bien, comme plusieurs heures plus tard, il y a peu de pics. Et cela montre que le système électrique fait défaut et que bientôt, il n'y aura plus de rythme cardiaque, il n'y aura plus de battement et qu'il pourrait en mourir, évidemment. Quand on fait face à pareil trouble du système électrique du cœur, par la jambe ou le cou, il faut mettre un fil que l'on installe temporairement pour protéger le battement cardiaque. Lorsque cela a été fait à un hôpital haut que celui de Kingston, et le gros des systèmes associés à la maladie de Lyme était présent, il était curé dans une zone pastorale à proximité de Kingston. Et pour l'avoir interrogé, il s'est souvenu d'une morsure d'insectes quelconques sur le mollet. Alors mon collègue a communiqué avec moi pour qu'on installe un moniteur et pour avoir écouté ce qu'il a eu à dire, on a demandé qu'il y ait sérologie, qu'on commence sans tarder les antibiotiques alors qu'on était à transférer le patient à Kingston. Comme vous pouvez le voir, le troisième jour, il y a davantage de pics, comme quoi le système électrique du cœur est à se rétablir. Le jour 5, c'est quasi 1 pour 1 pour ce qui est des pics. Ainsi, on voit que le système électrique reprend la normale. À ce stade-ci, on a pu enlever le fil qui avait été installé provisoirement et le patient a été soigné au moins d'antibiotiques. Comme vous pouvez voir, son état s'améliore. Jour 10, le patient
et son ECG était quasi normal. Le jour 11, on lui a demandé de subir un test et les résultats étaient tout à fait normaux. Et il atteint un rythme cardiaque d'environ 180 battements la minute, ce qui est extraordinaire pour un homme de cet âge. Le 12e jour, l'ECG était tout à fait normal et le patient a eu son congé, il a pu rentrer chez lui et 6 semaines plus tard, on a diagnostiqué son état de santé comme étant tout à fait normal. L'électrocardiogramme était également tout à fait normal. Alors, ce que nous avons appris, c'est que il faut faire ces tests avant que le patient ne rentre chez lui. Il faut veiller à ce que le système électrique du cœur soit stable et se soit rétabli. Je voudrais que les députés comprennent bien, c'est que la pratique pour tout blocage électrique, c'est d'installer un moniteur du cœur. Sauf que les piles durent entre 7 et 9 ans. Ainsi, si on fait ça à un jeune homme, tel que Daniel, là, qui est parmi vous, ou peut-être certains de mes patients qui ont 14 ans, eh bien, il faudra entre 6 et 7 chirurgies pendant la vie du patient pour remplacer les piles. Ce n'est pas seulement ce qu'il en coûtera au système de soins, mais chaque fois qu'il nous faut remplacer la pile, il y a un risque d'infection grave dans 2 à 3% des cas. Tout ça par opposition à garder le patient à l'hôpital avec des antibiotiques qui ne coûtent pas particulièrement cher pour ce qui est de mener une vie tout à fait normale jusqu'à la fin de ses jours. Et vous avez l'échocardiogramme qui ne présente pas d'anomalie. Je ne vais pas revenir sur la maladie de Lyme, vous décrire ce que c'est. Il suffit de vous rappeler que la cardite de Lyme est l'un ou l'une des formes de dissémination de la maladie de Lyme, comme vous pouvez le voir sur la planche. Voilà donc un résumé des régions comme endémiques, comme Mélanie l'a dit. Si vous ignorez celle-ci, ne veut pas dire que vous n'aurez pas de la maladie de Lyme en raison des tendances migratoires des animaux et des insectes, des oiseaux. Il faut se garder au courant de tout cela. Au cours des derniers 18 mois, nous avons identifié 5 patients, tous des hommes moins de 40 ans, qui ont présenté ces conditions, c'est-à-dire un blocage ventriculaire où le système électrique du cœur est interrompu et selon nos propres lignes directrices, il y a lieu de mettre en place un moniteur cardiaque et ce jusqu'à la fin des jours. Ces 5 cas, nous les avons soignés aux antibiotiques. Seulement 2 ont nécessité que l'on veille au rythme dans les 5 premiers jours. Dans tous les cas, on a vu que le électrique était tout à fait normal au moment d'obtenir leur congé et il n'y avait pas de dommages au système. Tout cela a été possible grâce à un plan de soins d'antibiotiques pendant 10 jours en milieu hospitalier, puis antibiotiques à domicile. Je dois vous dire que l'essentiel a déjà été dit. Il suffit de regarder les images suivantes pour voir de quoi ça a l'air. Entre autres problèmes, les médecins de la province et du pays ne sont pas au courant de la cardite de Lyme, avec un blocage élevé du système électrique du cœur. C'est pour cette raison que nous essayons d'établir des règles qui permettront, mnémoniques, pour permettre aux médecins de s'en souvenir. Voici, du jour 1 au jour 12, vous pouvez régler le problème du bloc AV profond grâce aux antibiotiques. J'aimerais aussi vous montrer quelques règles qui vont peut-être vous aider à vous en souvenir de cette condition. Premièrement, c'est une maladie qui est plus manifeste chez les jeunes. Deuxièmement,
la morsure de la tique. La plupart des patients ne se souviennent pas comme ça, spontanément. Et d'autres même, alors qu'on tente de leur expliquer, ne se souviennent pas d'avoir été mordus par une tique. Troisièmement, il y a la maladie qui est inexpliquée, notamment des problèmes de conduction jusqu'au cœur. Ensuite, vous avez l'érythème tel que diagnostiqué par un dermatologue, expliqué par mes collègues. Et finalement, la région endémique. Et le patient ne vient peut-être pas d'une région endémique, mais il s'est peut-être déplacé dans les régions endémiques du pays. Alors voilà, lorsqu'un jeune a un bloc AV, c'est très répandu pour ceux qui ont 65 ans et plus, mais vraiment inhabituel chez un jeune homme de moins de 15 ans. S'il vous plaît, pensez tout de suite à la cardite de Lyme. Puis, on a mis au point un score SILC, S-I-L-C. On a présenté ça au congrès sur les problèmes cardiovasculaires à Toronto il y a quelques mois. Donc, le score SILC, c'est Suspicious Inspect on Lyme Carditis, donc insecte suspect sur la cardite de Lyme, traduit littéralement. Et il faut accorder des points pour établir le score total à chacun de ces facteurs. Ainsi, les médecins pourront identifier les personnes atteintes de cardite de Lyme. Et plutôt que de sauter à la conclusion d'offrir des soins très coûteux, il suffit de prescrire des antibiotiques le temps qu'on obtienne les résultats de la sérologie pour confirmer qu'il y a effectivement maladie de Lyme. Voici donc les deux documents qui ont été publiés dans les journaux médicaux et sous peu, ça paraîtra dans le journal de l'association médicale, s'intitulera « 5 choses que vous devez savoir sur la cardite de Lyme et un bloc AV ». Nous avons terminé nos travaux au Mexique pour tenter de sensibiliser le Mexique à ce problème. Nous travaillons présentement en Chine où il y a plusieurs régions et provinces où la maladie de Lyme fait ses ravages. Alors, au fin de la discussion, nous avons besoin de votre aide pour pouvoir valider ce score SILC, S-I-L-C. Nous voulons nous assurer que les points qui sont attribués à chaque facteur nous permettent d'identifier le patient que l'on peut soigner au moyen d'antibiotiques et éviter l'expérience de vie qui nous a été relatée fort éloquemment par Daniel. Merci, Dr. Bandranchuk. On revient à Dr. Hawkins pendant quelques minutes encore pour qu'il puisse terminer son exposé. Eh bien, ça va se faire très rapidement. Ce que j'essayais de vous dire essentiellement, lorsque des patients sont atteints de la maladie de Lyme et que c'est aigu, et ces patients n'ont pas toujours une éruption cutanée. Et dans l'affirmative, on ne sait pas toujours l'identifier. Et si on l'identifie, on ne soigne pas toujours correctement. Les patients qui n'ont pas pareille éruption, s'ils ont à subir un test en laboratoire, eh bien, les chances sont que moitié-moitié que vous allez réussir à identifier la maladie. Donc, au sens clinique, les patients du Canada qui sont atteints de la maladie de Lyme, qu'il y ait une éruption cutanée ou pas, dans la plupart des cas, ces patients ne feront pas reconnaître leur maladie correctement et ne seront pas soignés tout simplement parce qu'on n'aura pas reconnu la maladie. Donc, la plupart des gens atteints de la maladie de Lyme n'obtiennent pas accès aux soins dont ils ont besoin. Voilà donc ce que j'avais à vous dire. Voilà, c'est la fin. Merci. Merci, Dr. Hawkins. Nous allons maintenant passer à Sue Faber, qui est infirmière. C'est la semaine des soins des infirmiers et cofondatrice de Lyme Hope pour nous faire part de la perspective d'une infirmière, traitement de la maladie de Lyme, axé principalement sur le patient, résolution sur la maladie de Lyme adoptée par l'association, la IIC de l'Ontario. Voilà, je suis infirmière autorisée et j'ai de l'expérience en salle d'urgence et à côtoyer la collectivité ontarienne. J'aimerais partager avec vous brièvement que je travaille très, très fort avec d'autres infirmiers et infirmières pour trouver une solution à la maladie de Lyme. Une résolution a été adoptée à l'AGA de l'AIC il y a quelques 2 semaines. C'est très important parce que cette résolution reconnaît que les gens partout au pays
et notamment en Ontario, qui n'obtiennent pas le soutien et l'aide dont ils ont besoin. Pour ce qui est d'identifier les problèmes entourant la maladie de Lyme aiguë, et comme le docteur Hawkins l'a fait valoir, si le patient qu'on ne reconnaît pas qu'il y a eu une morsure de tique et que les symptômes se multiplient, très souvent, ces personnes sont oubliées et ne sont pas soignées et ils doivent se rendre auprès de différents spécialistes et dans certains cas, on les envoie chez des psychiatres parce que les gens n'arrivent pas à croire ce qui se passe physiquement. Alors, vous verrez qu'il y a anecdote après anecdote après anecdote dans toutes les provinces, dans tous les territoires du pays. Des gens qui disent exactement la même chose. J'ai besoin d'aide, veuillez m'écouter, je suis malade, j'ai besoin que l'on me soigne. Ainsi, les infirmières, les infirmiers ont écouté attentivement, la résolution est percutante. Et grâce à celle-ci, je dois vous dire que j'ai eu des infirmières de bon nombre de provinces, de partout au pays, qui ont communiqué avec moi pour pouvoir adopter une résolution semblable dans leur province d'origine. Autre chose dont j'aimerais vous parler maintenant, ce que Daniel a dit brièvement, c'est-à-dire qu'il y a d'autres modes de transmission de la maladie de Lyme. Ce n'est pas seulement attribuable à une morsure de tique. Nous savons notamment que la maladie peut être transmise de la mère à l'enfant. Alors, évidemment, le problème, c'est que le bébé est atteint de la maladie à la naissance. Son système immunitaire n'est pas assez évolué. Par conséquent, ne peut pas développer la réaction immunitaire pour s'attaquer à la maladie. Alors, on sait qu'il y a d'autres cas de figure comme celui de Daniel, des jeunes qui sont envoyés pour consulter toutes sortes de médecins alors que la maladie est congénitale. Nous savons par exemple qu'il y a des familles entières qui sont atteintes de la maladie et par conséquent, la maladie est transmise effectivement de la mère à l'enfant. Nous devons le reconnaître, nous devons continuer notre travail pour venir en aide aux enfants, aux hommes, aux femmes canadiennes qui sont atteints de la maladie. Je suis fière d'être membre de cette société Lyme Hope. Thank you, Sue. And on to our next really special guest here. Très bien, merci Sue. Nous allons maintenant passer à Emma Schmack-Nook qui a 14 ans. Elle souffre de la maladie de Lyme et elle est la fondatrice de la campagne du ruban de couleur Lyme. Bonjour, je m'appelle Emma et j'ai 14 ans. J'ai la maladie de Lyme et la forme chronique. Merci de m'avoir invité à prendre la parole aujourd'hui. 4 years ago, Il y a 4 ans, ma mère a trouvé une éruption cutanée sur ma jambe, mais je ne suis pas tombée malade tout de suite. Notre médecin nous a dit « Ne t'inquiète pas ». 2 ans plus tard, j'ai eu d'autres symptômes et par conséquent, j'ai été envoyée à Toronto, à Sick Kids. Il y a beaucoup de tests qui ont été faits, mais rien n'a été trouvé. J'avais plus de 50 symptômes et j'avais toujours mal. Mais les résultats de tests étaient tous normaux. Mon médecin a décidé que j'étais en bonne santé et que j'étais sans doute tout simplement stressée. Un matin, j'ai appelé ma maman et je lui ai dit que j'avais l'impression que je n'arrivais pas à communiquer entre mon cerveau et mes jambes. J'essayais de marcher, mais je n'y arrivais pas. Et ensuite, j'ai commencé à trembler. Chaque jour, il y avait un nouveau symptôme qui me faisait peur. Et ensuite, elle a commencé à faire des recherches sur cette éruption cutanée en forme de cible. Elle a découvert qu'au Canada, on ne pouvait pas diagnostiquer facilement. Notre médecin nous a dit, écoutez, j'aurais pu te traiter au début lorsque la maladie s'est manifestée pour la première fois, mais maintenant c'est trop tard. Ma mère était furieuse. Notre médecin n'avait pas été en mesure de détecter la maladie et maintenant la bactérie avait envahi mon corps. Et maintenant le médecin me dit que je ne peux pas être traitée. Moi, je vais lui prouver le contraire. Je voudrais pouvoir vous expliquer ce que ça veut dire de vivre dans mon corps. Ça a pris toute mon énergie pour être ici aujourd'hui et je vais sans doute devoir me reposer pendant plusieurs jours quand je rentrerai chez moi. La maladie de Lyme n'est pas une maladie simple. J'ai eu tous les symptômes imaginables. D'abord, j'avais tellement mal au ventre, je vomissais tous les jours. J'ai perdu 20% de mon poids corporel. J'avais des tremblements musculaires tellement graves que je pensais que j'avais été frappée par une voiture. Et je suis fatiguée de façon chronique.
Je passe le plus clair de mon temps au lit. Ça me demande toute mon énergie pour aller aux toilettes. Je ne vois pas clair. J'ai mal aux yeux quand il y a trop de lumière. J'ai mal lorsque je me déplace trop rapidement pour aller aux toilettes. Et mon cerveau ne réagit pas lorsque je l'interpelle. Des fois, je suis incapable d'expliquer ce que je désire à ma propre maman. La maladie de Lyme a des répercussions sur mes sentiments également. Des fois, je suis joyeuse ou triste sans explication. J'ai dit à ma mère un jour que j'aimerais m'endormir pour ne jamais me réveiller. Mais je ne peux pas imaginer vivre comme ça jusqu'à la fin de mes jours. Je comprends pourquoi certains se sont suicidés et ça m'attriste. Si on n'a pas le soutien de sa famille, si on n'est pas en mesure de payer son traitement, si notre médecin nous dit qu'on est tout simplement pas malade, eh bien je comprends pourquoi les gens se tourneraient vers le suicide. Ma mère me dit qu'il ne faut pas désespérer. Moi, je pensais que si j'étais malade, je pouvais faire appel à mon médecin et que je pourrais être traitée pour retrouver ma vie d'avant. Mais rien n'a marché et je me suis sentie naïve. Même si j'ai un bon médecin maintenant, il est difficile pour moi d'envisager l'avenir. J'ai peur que si jamais je suis rétablie, je pourrais sortir et contracter à nouveau la maladie. Je ne sais pas quand ma vie sera normale. Est-ce que je vais pouvoir retrouver ma vie d'avant, d'il y a 2 ans? Est-ce que je vais pouvoir faire confiance au médecin? La maladie a eu un impact sur tous les membres de ma famille. Ma mère a tout mis de côté pour m'appuyer. Mon père ou le mari de ma mère a fait tout son possible pour m'aider également. J'ai des jeunes frères et sœurs qui ont 2, 4 ans et 9 ans. Ils sont jeunes, mais ils m'aident et ils s'inquiètent de mon sort. Je suis tellement chanceuse de les avoir autour de moi. Je passe le plus clair de mon temps au lit, mais j'essaie de rester occupée. Un jour, je me suis dit qu'il serait bon d'avoir des rubans pour sensibiliser les gens. Ma mère m'a aidé à les découper et nous avons partagé des photos sur ma page Facebook. J'espère qu'en incitant les gens à porter ce ruban, on pourra sensibiliser la population au sort d'enfants qui sont atteints de la maladie comme moi. J'espère que vous allez nous aider en ce sens. Je ne peux pas changer le passé, mais j'espère que vous allez m'aider à changer l'avenir parce que la maladie de Lyme va continuer à s'aggraver. Ça me rend triste de penser que mes petits frères et sœurs pourraient être atteints de la même maladie et que ma mère devrait lutter pour les faire soigner. Nous avons besoin de l'aide de Santé Canada pour qu'on puisse reconnaître la maladie et la diagnostiquer. Merci. Thank you, Emma, so much for sharing your. Merci Emma d'être venue. Merci d'être venue pour nous parler de ton histoire. Merci de ton courage. Merci de ta persévérance. Vous savez ou tu sais que ton histoire est répétée sans cesse parce qu'il y a d'autres enfants qui souffrent de la même maladie. Merci infiniment d'être venu aujourd'hui pour nous raconter ton histoire. Et j'espère que par le biais de ta campagne, tu vas pouvoir partager ton espoir avec les autres. Nous allons passer à Jennifer Kravis et Sue Faber pour les mots de la fin et ensuite on pourra avoir une période de questions-réponses. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc très brièvement, j'aimerais vous dire que vous vous demandez peut-être ce que vous pouvez faire pour aider. Évidemment, ces enfants sont fabuleux, mais ce n'est pas leur tâche que d'être obligés d'aller sensibiliser les gens. Les enfants ne devraient pas être obligés à lutter seuls. Nous avons un dossier noir. Il s'agit d'une recommandation qui vise à passer en revue le cadre plutôt que prévu, parce que normalement, le cadre doit être révisé en 2021, c'est-à-dire 5 ans après sa rédaction. Mais nous voulons que le cadre soit passé en revue en 2020, c'est-à-dire 3 ans après qu'il ait été publié. Et chaque fois, il faut que le cycle de révision soit fait aux 3 ans. Parce que comme notre invité l'a dit, les recherches évoluent tellement rapidement qu'il faut absolument réviser le cadre tous les 3 ans. Merci. Dans votre trousse, vous verrez une lettre de la part d'une mère. Elle voulait que vous lisiez cette lettre. Son fils s'est suicidé parce que personne ne pouvait l'aider pour traiter sa maladie de Lyme. La lettre est en français et en anglais. D'autre part, chacun d'entre vous allez recevoir une encre avec le mot « Hope », espoir, inscrit dessus.
Et c'est l'espoir des Canadiens à l'échelle du pays. Nous espérons que les députés vont écouter et vont prendre la parole au nom de ceux qui n'ont pas voix au chapitre, justement. Vraiment, c'est une question d'espoir, une question d'intégrité. Merci infiniment d'avoir accepté d'écouter ce qu'on avait à dire aujourd'hui. Merci, Jennifer. Marc, merci aux députés Ramsey et Hoback qui ont organisé cet événement. Merci aux invités aussi qui sont venus pour nous parler de leur expérience, pour partager leur expertise. Je suis députée de Kingston et nous avons un fort taux de maladie de Lyme. J'ai commencé à m'intéresser à cette question il y a 4 ans. Il y a 2 ans, mon beau-père a commencé ou avait un hématome sur sa jambe. Il n'était pas en forme de cible, mais c'était un hématome de grande taille. Son médecin lui a dit, ne t'inquiète pas s'il s'agit d'une morsure d'araignée. Mais 2 ans plus tard, il a commencé à avoir des symptômes qui ressemblent à ceux de la maladie de Lyme. Mais les médecins ont refusé de reconnaître que ça pouvait effectivement être la maladie de Lyme. Il a exercé des pressions autour de lui et finalement, les médecins ont été obligés de faire les tests et on a découvert par la suite qu'il souffrait effectivement de la maladie. Il a subi un traitement, mais aujourd'hui, il a toujours des symptômes qui se manifestent dans ses jambes et dans ses pieds. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la question, j'ai recueilli beaucoup d'informations différentes. Je ne savais même pas s'il y avait un traitement. J'ai parlé au chef médical de notre région et il m'a dit la maladie, effectivement, peut être traitée, mais les symptômes ne disparaîtront pas en raison de la nature de la bactérie. J'aimerais poser quelques questions tout d'abord à Madame Wills. Pourquoi est-ce que la communauté médicale est incapable de se mettre d'accord sur cette question? Il y a tellement de divergences d'opinion. Ça, c'est vraiment un problème qu'on doit régler. D'autre part, est-ce qu'on peut vraiment traiter de façon efficace la maladie de Lyme? Et troisième, pourquoi est-ce qu'il y a un vaccin pour mon chien, par exemple, mais moi, comme être humain, je n'ai pas droit à un vaccin? Écoutez, je pourrais répondre très longuement à ces questions. Si vous voulez, on pourrait prendre un petit café par après. Est-ce qu'on peut traiter de façon efficace la maladie de Lyme? Je dirais tout d'abord que les tests cliniques qui ont été faits avec les antibiotiques ont été utilisés pour les cas critiques. Quand on dit que les antibiotiques marchent bien pour l'infection, on s'intéressait aux cas d'éruption cutanée. On ne s'est pas intéressé aux patients qui souffrent de la maladie depuis 3 ans, par exemple. Donc, les antibiotiques s'attaquent à la bactérie, effectivement, à ce stade-là. Il y a des études in vitro, à l'heure actuelle, qui s'intéressent aux différentes formes de la bactérie. Tout d'abord, lors de l'injection de la bactérie, nous pensons que c'est une bactérie qui nage ou se déplace librement, si vous voulez. Lorsqu'on a une culture liquide dans laquelle on insère la bactérie revêt une forme plus persistante. Et c'est une phase stationnaire. On pense que c'est un modèle très primitif de ce qui se passe dans le corps, on pense. Lorsque ces bactéries sont dans des formes de confirmation, eh bien, on ne peut pas les attaquer grâce à des antibiotiques. Et par conséquent, les antibiotiques de première ligne ne fonctionnent pas de façon aussi efficace. Alors, lorsque vous demandez s'il y a un traitement efficace, moi, ce que je vous dirais, c'est il faut se demander si on utilise les bons outils. Si c'est une infection uniquement, oui, on a les bons outils. Mais il faut poser la question. Et d'ailleurs, je demanderai à nos médecins de répondre à la question. Pour répondre à votre question, je vous renverrai à des cas de 1990. Si la maladie est traitée la première année, on parle de taux de succès de 20%.
Si la maladie est présente depuis 1 à 3 ans, le taux est de 10%. Quand la maladie est en place depuis plus de 5 ans, le taux est de 5%. Ce qu'on peut en conclure, c'est plus on a attendu longtemps pour intervenir, moins le traitement sera efficace. Mais le traitement existe effectivement. Tout d'abord, merci infiniment, Marc, d'être venu. Merci de nous représenter. C'est vraiment un honneur pour moi de voir que vous êtes présent. Il y a une fenêtre temporelle, effectivement, pour le traitement. Pour ce qui est de la maladie de Lyme aiguë, et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'impact cardiovasculaire. 90%, c'est le système conductif qui souffre. Je vous ai montré des cas de patients qui ont des symptômes graves et qui sortent de l'hôpital 10 à 12 jours plus tard. Est-ce qu'on peut dire qu'on a traité de façon efficace la maladie de Lyme? Ça, je ne peux pas répondre à cette question. Après un traitement aux antibiotiques, est-ce que le corps est exempt de bactéries? Est-ce que le corps est également exempt d'anticorps qui pourraient attaquer le corps à nouveau? Mais le fait qu'il y a inflammation du système cardiovasculaire et que cette inflammation disparaisse au bout d'une semaine, c'est une indication qui nous pousse à croire qu'on peut effectivement traiter de façon efficace les impacts sur le cœur. Il faut se souvenir du fait que pour ce problème et pour cette maladie, il n'y a pas de test qui garantit que la maladie a disparu. Nous espérons trouver un tel test, mais il n'y a pas de test. Il existe beaucoup de maladies qui ressemblent à la maladie de Lyme. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a pas de tests qui permettent de confirmer que la maladie a entièrement disparu du corps du patient. Madame May, merci Tracy d'avoir organisé cet événement. Je suis ravie de pouvoir vous revoir et de rencontrer certains d'entre vous que je n'ai pas encore rencontrés. Lorsque j'ai présenté le cadre ou la loi sur le cadre de la maladie de Lyme en 2012, je ne pensais pas que nous obtiendrions l'appui unanime. Je ne pensais pas que le texte serait adopté. Mais ce qui m'a vraiment étonné, c'est le peu de résultats. Parce qu'en mai 2016, il y a des initiatives qui ont été lancées. Votre témoignage, Monsieur Hopkins, était très impressionnant. Mais le problème, c'est que les patients ne sont pas bien traités lorsqu'ils sont atteints de la maladie de Lyme. Je ne comprends pas pourquoi les médecins ont un biais. On a tendance à penser que la maladie de Lyme n'existe pas vraiment ou que les patients ne souffrent pas vraiment de cette maladie. C'est quelque chose qu'on retrouve fréquemment au sein de la communauté médicale. Nous avons organisé cette super conférence en mai. Ensuite, il y a un cadre qui a été rédigé, mais c'était insuffisant. Ensuite, il y a des amendements qui ont été présentés et je me suis dit, ça va mieux. Mais voilà, nous voilà 2 ans plus tard et il y a très peu de progrès qui ont été réalisés. Alors là, je vais poser ma question. Dans le cadre, il y a une section sur la sensibilisation et on dit très clairement, nous devons sensibiliser les professionnels de la santé de première ligne. On parle de sensibilisation, d'éducation du public, mais il faut savoir qu'on doit sensibiliser les professionnels de la santé de première ligne. Et on ne peut pas le faire en demandant au ministère de la Santé de le faire. Nous avons des questions de partage des compétences à prendre en ligne de compte. Nous avons des ordres professionnels, mais soyons francs. Nous savons qu'il y a des médecins qui, après c'est leur boulot, ils doivent traiter les malades, mais ceux qui traitent les patients qui souffrent de la maladie de Lyme sont rejetés par leurs
collègues, leurs homologues, et c'est vraiment choquant, mais c'est la réalité. Alors, on se trouve dans une situation où rien ne bouge et le mandat, pour ce qui est d'établir un cadre fédéral, dit bien qu'il nous faut sensibiliser les professionnels de la santé de première ligne. Comment on va arriver au but? Je me le demande. Quiconque a des suggestions, nous sommes des députés, nous avons un cadre fédéral, un ministre plutôt de la santé qui est réceptif, mais aucun progrès n'a été réalisé pour venir en aide aux gens qui sont atteints de la maladie de Lyme. J'aimerais ajouter quelques mots pour ce qui est de ce cadre. La loi était très claire dans ce qu'elle demandait. Elle demandait bien au gouvernement, enfin l'exhortait d'établir des lignes directrices. Mais ça ne s'est pas fait. Alors, les consultations qui sont menées auprès des patients et des spécialistes ont pris fin avec cette conférence. On a tenté de mettre la main aux documents portant sur le cadre fédéral, sauf que l'on a essuyé un refus. On s'est fait dire que ça allait être fait à l'interne, que même l'association des médecins en microbiologie et maladies infectieuses n'allait pas participer, ce qui est faux. On a pu intercepter des courriels comme quoi ils avaient été invités à participer à la rédaction du document, alors que les patients, non. Le cadre était très clair, établir des lignes directrices. On ne disait pas au gouvernement fédéral qu'il devait imposer ces lignes directrices aux provinces. C'est de compétences provinciales, après tout. Mais on demandait au gouvernement de les élaborer, ces lignes directrices. Et ça a été un échec sur toute la ligne. Pour tout vous dire, c'est un peu comme si les fonctionnaires, les bureaucrates plus précisément, faisaient un pied de nez à tous les parlementaires. Comment osez-vous élaborer une loi et nous obliger à faire quoi que ce soit? Et c'était à la majorité nette, très nette, qui a insisté pour que le projet de loi soit validé. Pourtant, pas une seule ligne directrice, pas une seule. Alors, je crois qu'il va falloir revenir à la charge. Pour ce qui est des problèmes du système électrique du cœur, ma fille, on ne l'a pas diagnostiquée assez tôt. Elle n'a pas eu droit à quelques semaines d'antibiotiques. Il lui a fallu un moniteur cardiaque. Elle l'a eu alors qu'elle avait 19 ans. Maintenant, elle en a 34 et elle a déjà fait changer les piles de ce moniteur une fois déjà. Alors, ce diagnostic précoce, eh bien, il est loupé en grande partie faute de sensibilisation de nos médecins. Il faut que ça se fasse dès qu'on est dans les salles de classe de la faculté de médecine. Il faut élaborer un programme d'études en collaboration avec les patients et les spécialistes pour que le programme d'études soit le reflet de ce que souffrent les gens au quotidien. Il y a une foule de choses que l'on peut faire comme nation. Il va falloir travailler d'arrache-pied parce qu'il semble y avoir un préjugé systémique contre la maladie de Lyme. Et nous allons transmettre des lettres qui vont en parler davantage de ce préjugé systémique et l'incidence que ça a sur nous tous et toutes. Alors que vous êtes assis autour de cette table, la maladie fait ses ravages. Depuis 2 ans, le nombre d'appels que l'on a reçus, eh bien, a monté en flèche. C'est vendredi dernier, j'ai reçu un appel d'une dame qui habite en Colombie-Britannique, les terres intérieures, qui me dit « ça fait 17 ans que je fais pareille randonnée, je n'ai jamais vu une tique. Eh bien, cette année-ci, j'ai été exposée à 4 d'entre elles. Je les ai vues sur moi. Et ces tiques se multiplient, elles arrivent à survivre nos hivers, elles sont porteuses de ces maladies. Les oiseaux
de migration aussi sont responsables de la migration des tiques. Il faut prendre ça au sérieux parce que ça touche de plus en plus de gens. Et quand on parle de guérison, eh bien, ce que Melanie a eu à dire au sujet d'avoir les bons outils à sa disposition. Eh bien, à l'heure actuelle, les médecins sont menottés. Et ils se font dire, vous pouvez faire cela pendant un temps X. Eh bien, ça ne marche pas dans bien des cas. S'il n'y a pas ce diagnostic précoce, je vais vous dire, il y a des gens, on en a parlé dans le Fort McMurray il y a quelques années, une dame qui s'est trouvée dans un fauteuil roulant pendant 10 ans. Son diagnostic était erroné. On l'a diagnostiqué de nouveau avec la maladie de Lyme. Ça lui a pris un traitement de 2 ans. Et après quoi, elle a pu quitter son fauteuil roulant et rentrer au travail. Donc, il faut être outillé. C'est une question aussi d'intervenir au bon moment. On ne peut pas menotter les mains de nos médecins du pays. Merci. 2 questions encore. Diane Finley. On demande à madame d'allumer son micro, s'il vous plaît. Je viens de Norfolk. C'est le parc provincial de Longhorn. C'est le point de départ en Ontario, sans doute parce que c'est sur le tracé de migration des oiseaux qui sont porteurs de ces tiques. Eh bien, j'ai quelques 500 collectivités et j'ai pu dénombrer 25 personnes qui ont été atteintes de la maladie de Lyme. Il y a 5 ans, eh bien, il y avait moins de 200 cas confirmés en Ontario. Voilà, les statistiques ne concordent pas. Et un ami a été mordu, a eu une éruption, a présenté les symptômes, s'est allé chez le médecin, s'est fait dire que c'était la sclérose en plaques, ensuite que c'était l'Alzheimer, puis après peut-être la maladie de Lyme, sauf que il s'est fait dire qu'on ne pouvait pas le tester en Ontario, qu'il lui faudrait se rendre à Rochester, aux États-Unis. Alors, ma question pour vous, est-ce vrai? Deuxièmement, a-t-on des outils, des techniques, des outils diagnostiques à Rochester dont on ne dispose pas ici au pays? Et dans l'affirmative, comment se fait-il qu'on n'ait pas ces outils? Surtout, il y a 6 ans, c'est Elisabeth qui parlait de son cadre. Eh bien, l'Ontario a fait entériner, c'était mon homologue provincial, pour qu'on adopte un cadre ontarien de lutte contre la maladie de Lyme. Alors, comment se fait-il que rien ne se soit produit depuis? Parce que, comme on l'a fait valoir, eh bien, c'est de compétences provinciales, à 90% près. Je ne comprends pas pourquoi on peut faire à Rochester, mais qu'on ne peut pas le faire ici au pays. Brièvement. On a fait une étude pour tâter le pouls du public. Ça a été fait par une entreprise professionnelle en 2017. On a demandé aux Canadiennes, avez-vous ou connaissez-vous quelqu'un qui a été diagnostiqué avec la maladie de Lyme? Au Canada, la réponse, 11% ont dit que si. Alors, si vous faites le rapport avec la population du pays, quelques 4 millions de Canadiens. Vous avez parfaitement raison de dire que les statistiques ne concordent pas. Quand l'on entend 500, 600, peut-être 1000 Canadiens par année qui contractent la maladie, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Alors, je voulais intervenir. Je crois que le Dr Hawkins pourrait vous parler des tests pour répondre à votre question, madame. Les tests disponibles en Ontario, c'est le test en 2 temps. Et c'est le même test que l'on utilise à Rochester. L'interprétation des résultats, eh bien, c'est là où ça laisse à désirer. Les tests ont été conçus de sorte que, au moment de le faire, ce test, il faut satisfaire à plusieurs critères pour être déclaré positif. Adrian et moi-même étions à discuter avant le début de cette séance de son expérience en Chine. Et en fait, la Chine a trouvé sa propre définition de la maladie de Lyme. C'est quoi un test positif, donc? Et c'est
beaucoup plus au point que celui du Center for Disease Control ou même le test en Ontario. Donc, il n'y a pas un nouveau test magique à Rochester euh, et qui n'existe pas ailleurs. Peut-être que dans le cas du patient en cause, il a fallu faire appel à un spécialiste pour faire une ponction lombaire, ou peut-être qu'il y a eu des tests pour le liquide de la moelle épinière. Mais il n'y a rien qui existe aux États-Unis qui n'existe pas au Canada. Dans tous les cas, c'est l'interprétation des tests par opposition à la technologie qui est disponible. Nous sommes tous assujettis à la même technologie dans ce bas monde. J'aimerais ajouter à cela, entre autres différences entre le test canadien et le test américain, c'est le deuxième test, le Western Block. En Chine, je crois que c'est une bande. Le test revient avec différents patterns. En Chine, une bande se traduit par un test positif, alors qu'au Canada, c'est entre 5 et 7. Il y a 2 bandes qui ne sont pas prises en compte. Donc, il vous faut 7 bandes pour être réputées être positives. Le laboratoire de microbiologie ne communique pas les bandes aux médecins. C'est pour cette raison que les gens se rendent en Californie, parce que le laboratoire là-bas va partager avec vous les bandes. Quiconque a l'expérience de la maladie peut identifier les patterns de ces bandes. Certaines sont le propre de la maladie de Lyme. Si vous avez 4 bandes, par exemple, au Canada, on va vous dire, voilà, votre test est négatif. C'est le résultat qu'on va vous donner. Sauf que vous ne savez pas que vous en avez 4 bandes, ou peut-être même 6 bandes de 7. Vous ne le savez pas. Et c'est pour cette raison que les gens dépensent 500, 600 000 $ pour envoyer leurs tests sanguins en Californie. Si vous avez été exposé au tic ou si vous en présentez les symptômes et que vous avez 4 bandes, eh bien, le médecin peut utiliser cette information pour faire un prognostic médical. C'est la raison d'être des médecins. C'est pour ça qu'il faut subir ces tests. Et très souvent, lorsque on va à l'étranger pour obtenir ces tests et qu'on revient au Canada avec les résultats, je peux vous le dire, c'est dans les propos de Denis. Vous avez gaspillé votre argent, vous avez payé pour un test positif, on refuse de vous voir. Les médecins refusent, les patients disent qui ont subi des tests à l'étranger, prétendent que les tests ne sont pas valides. Ces patients se font dire vous n'avez pas la maladie de Lyme. Vous avez dépensé de l'argent pour un test positif alors que le test est négatif au Canada. Vraiment, c'est choquant. Ces patients, s'ils ont les moyens financiers, doivent se rendre aux États-Unis, peut-être même en Europe, pour trouver un médecin qui voudra bien les soigner pour qu'ils puissent se refaire une santé et être de la population active de nouveau. Ça se passe partout au pays. C'est choquant. Il faut faire quelque chose. Je suis désolée de vous interrompre. Nous allons perdre les interprètes sous peu parce que nous avons largement dépassé les délais prévus. Une dernière question. Mais un peu comme le disait Diane, nous sommes à 7h30 au nord-ouest de là où elle se trouve. Une poignée de gens que je connais sont atteints de la maladie de Lyme et ces gens vont à Rochester. Mais ce qu'on m'a dit, c'est que si le médecin les soigne, après les quelques premières semaines, lorsque l'inflammation est disparue, eh bien, ils peuvent perdre leur licence de médecin. Alors, pourquoi assisterait-on à un atelier pour en savoir davantage sur la maladie de Lyme si on risque de perdre sa licence à titre de médecin pratiquant? Mais ça, c'est un sacré problème. On le vit partout au pays. Alors, on est quasi à 100% des médecins du pays qui sont harcelés et qui refusent donc de s'y intéresser à cette maladie et se sont fait dire qu'ils ne devaient pas recevoir d'autres patients atteints de la maladie de Lyme. C'est vraiment scandaleux qu'on ait permis ça. Ainsi, le grand public doit reprendre les pouvoirs que le public a cédés aux médecins. On leur a donné le droit de s'auto-gérer, réglementer. Ils en abusent de ce pouvoir. Ils n'utilisent pas la bonne preuve scientifique. Ils n'écoutent pas le patient et leurs spécialistes. Et nous souffrons tous en raison de ça. Je ne sais pas si vous le réalisez, mais Jennifer et moi-même étions en parler un peu plus tôt. Et elle a dit, je crois que elle avait vu 68 médecins
pour obtenir ce diagnostic. Pour mon propre diagnostic, je me suis adressée à tous les spécialistes sur le soleil. J'ai été malade pendant des années. Ça coûte à notre système de santé une petite fortune de ne pas diagnostiquer la maladie puis de ne pas la soigner correctement. Ainsi, comme société canadienne, vous comme législateur, il faut repenser la donne. On ne peut pas permettre que les choses se poursuivent. 5 ans, c'est beaucoup trop long et il faut revoir ce cadre d'ici 3 ans. Donc, merci à tous. Je suis désolée de devoir vous couper la parole. J'espère que certains pourront rester après coup, échanger entre vous si les députés ont d'autres questions. Je tiens donc à vous remercier bien sincèrement d'avoir bien voulu participer à cette séance. Je tiens à remercier les 2 jeunes en particulier parce qu'il est important qu'on entende votre voix. Vous avez été fantastiques. Et je remercie aussi tous les groupes de défense des droits qui n'ont pu aider les autres. Je sais que l'Association de la maladie de Lyme du Nouveau-Brunswick, l'Association de la maladie de Lyme du Québec, Vocal Ottawa, l'Alliance, Lyme Ontario, l'Association manitobaine et l'Association saskatchoise, et entre autres. Et si tous ces groupes existent, c'est parce qu'il n'y a pas d'autres portes auxquelles les patients peuvent frapper. Donc, ils se tournent vers vous et ils veulent se faire entendre. Donc, merci beaucoup d'avoir bien voulu être des nôtres. Et nous allons garder le contact, d'accord? Merci.